Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de RTI 1. Tout de suite, les titres. En Côte d'Ivoire, le lancement officiel d'un projet de construction de 7 centres de formation professionnelle, projet lancé hier lors d'une cérémonie à Ebimpé, dans le sud du pays, par le Premier ministre Patrick Achi. Coût total des travaux, 147 milliards de francs CFA, financés par l'État ivoirien et la Chine. Toujours en Côte d'Ivoire, Mahalé, village situé dans la région nord, désormais connecté au réseau électrique national. La mise sous tension a été faite récemment par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations rurales. Enfin, le coup d'État militaire au Burkina Faso, fermement condamné par la communauté internationale. 7 centres de formation professionnelle bientôt construits en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Achi a donc procédé hier au lancement officiel de ce projet de construction estimé à 147 milliards de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée à Ebimpé, dans la commune d'Anyama. Plus de détails, Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire a d'abord besoin aujourd'hui de techniciens et d'ingénieurs pour accélérer la marche de notre industrie, de nos entreprises et celle de notre marché de l'emploi. Pour donner vie à la vision, le gouvernement va multiplier sur toute l'étendue du territoire les centres de formation professionnelle. Ce lundi à Ebimpé, le Premier ministre Patrick Achi a posé la première pierre du centre de formation d'Abobo Anyama. Sur ce site, dans quelques mois, sortira un lycée professionnel splendide qui attirera filles et garçons de notre pays en quête de formation spécialisée. Le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle veut attirer le plus grand nombre de jeunes, déjà dès les classes de CM2, et en synergie avec les secteurs productifs, mettre en place l'offre formation-stage pratique pour une insertion professionnelle optimale. Avec un système de formation professionnelle et technique solide en place, les jeunes peuvent s'insérer plus facilement dans le tissu professionnel et répondre aux besoins du marché. D'un investissement total de 146 milliards de francs CFA, la mise en œuvre du projet doit tenir sur 7 années, dont 3 pour la construction de l'ensemble des établissements et 4 autres pour l'accompagnement du corps enseignant et la maintenance de l'équipement. Pour le Premier ministre Patrick Achi, renforcer le capital humain reste le pilier majeur du programme Côte d'Ivoire solidaire. La capacité à assurer une éducation performante pour notre jeunesse, lui permettant de maîtriser les savoirs fondamentaux comme ceux techniques ou digitaux liés à notre époque, constitue un pilier majeur des progrès que nous devons accomplir. Pour, in fine, donner aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens les armes les meilleures pour s'insérer dans la vie active, contribuer au développement du pays, consolider sa paix civile. En un mot, vivre mieux, vivre bien, vivre pleinement. Aux côtés d'Ebimpé à Abidjan, les villes de Yamoussoukro, Diabo, Korogo, Dabakala, Gbéléban et Kong sont concernés par le projet. 7 établissements de formation professionnelle dans 14 filières pourvoyeuses d'emploi, allant de la mécanique générale à l'agriculture, en passant par l'élevage, l'imprimerie ou encore les travaux publics. Toujours en Côte d'Ivoire, le projet de loi autorisant le président de la République, Alassane Ouattara, à ratifier le protocole sur la lutte contre la corruption de la CEDEAO, examiné hier à l'Assemblée nationale dans la commune du Plateau. Le ministre délégué Alcide Djedje a présenté le document aux députés membres de la Commission des relations extérieures. Les explications de Éric Goré. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole sur la lutte contre la corruption de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a été adopté à l'unanimité ce lundi 24 janvier par la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, chargé de l'intégration africaine, Alcide Djedje, qui était devant les députés pour présenter ce projet de loi. Il a été signé par les 15 États membres de la CEDEAO et est entré en vigueur en 2015
dès sa ratification par 9 d'entre eux. La Côte d'Ivoire a signé l'acte d'adoption de ce protocole en 2001 à Dakar, mais n'a pas parachevé le processus par l'acte de ratification. Le présent protocole, qui comporte 27 articles, appelle à l'harmonisation de la part des États partis de leur loi nationale sur la lutte contre la corruption pour permettre l'adoption de mesures préventives efficaces contre la corruption et des sanctions proportionnelles et dissuasives. Après des débats, les parlementaires ont fini par voter ce projet de loi. Une loi qui va lutter efficacement contre la corruption dans l'espace CEDEAO. Ce fléau, dont les effets sont dévastateurs et touchent les aspects de la vie sociale, économique et politique. C'est vrai qu'on a autorisé le président de la République à ratifier cette convention, mais le plus grand du travail doit se faire ici, en Côte d'Ivoire. Il faut que nos lois nous permettent de lutter contre ce qui n'est pas bon. Ainsi, les 15 États membres de la CEDEAO sont déterminés à faire barrage contre la corruption pour la promotion de la bonne gouvernance. Restons à l'Assemblée nationale dans la commune du Plateau avec les travaux de la Commission des affaires économiques et financières. Les députés ont voté hier 2 projets de loi présentés par le ministre du Budget, Moussa Sanogo. Projet relatif à la ligne 1 du métro d'Abidjan et à l'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobo à Ouati sur le fleuve Bandama. Pour en parler, Lanciné Bakayoko. En ratifiant le premier projet de loi, les députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières, consentent à aménager un régime fiscal et douanier particulier pour la réalisation des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Ce régime a déjà fait l'objet d'une annexe fiscale à la Convention des concessions signée avec l'État de Côte d'Ivoire. Cette annexe prévoit, sur une période de 5 ans correspondant à la durée des travaux, des exonérations qui couvrent les impôts directs et indirects. Le coût de ces exonérations est estimé à 53,8 milliards de francs CFA. En ce qui concerne la TVA ainsi que les droits et taxes à l'importation, la prise en charge se fera par le mécanisme des chèques spéciaux du Trésor. Le montant de ces chèques spéciaux à émettre est de 172 milliards de francs CFA. Les avantages fiscaux et douaniers prévus par l'annexe fiscale à la Convention ont permis une réduction du coût global du projet de l'ordre de 226,3 milliards. Le second projet de loi légalise les exonérations fiscales et douanières liées à l'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobo à Ouati. Une centrale électrique de 44 MW sur le Bandama. La société Ivoire Hydroénergie, qui réalise l'ouvrage, a contracté un crédit relais de l'ordre de 100 milliards de francs CFA pour financer le projet. Elle a donc dû négocier en juillet 2021 un accord direct avec le gouvernement et les bailleurs de fonds afin de permettre le refinancement de ce crédit relais à des conditions plus avantageuses. L'accord direct prévoit le remplacement du crédit relais par un crédit long terme, dont les termes de financement effectifs sont plus avantageux que les taux prévisionnels du modèle financier annexé à l'avenant numéro 1 de la Convention IHE. L'amélioration des conditions de financement aura pour conséquence la réduction du prix de cession ainsi que des échéanciers de remboursement du prix bas. L'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobo est un projet sur le modèle d'un partenariat public-privé. Le coût global de l'ouvrage culmine à 121 milliards de francs CFA. Un communiqué du CESEC dans cette édition. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, en présence du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, organise sous la présidence du docteur Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, la rentrée solennelle de sa 13e mandature, le jeudi 27 janvier 2022 à 10h au siège de l'institution dans la commune du Plateau.
Le village de Mahalé, dans la région nord du pays, désormais connecté au réseau électrique national. Ce projet va ainsi améliorer les conditions de vie des populations rurales. La mise sous tension du village de Mahalé a été faite récemment par le ministre de la Construction et du Logement, Bruno Koné, qui a appelé les habitants à cultiver davantage de paix et de cohésion. Le point dans ce reportage de Soro Corona de RTI Boaké. Mahalé, village peuplé de 1500 habitants dans le département de Koutou. Mahalé répond aux critères de la politique qui vise à électrifier les villages peuplés d'au moins 500 âmes. La connexion officielle de Mahalé au réseau électrique national a donné lieu à un rassemblement des filles et fils. Les porte-paroles des populations traduisent leur reconnaissance à l'artisan de cet outil de développement, le président de la République Alassane Ouattara. Plus qu'un outil de développement, l'électricité offre des opportunités d'emploi aux jeunes et de création d'activités génératrices de revenus. On dit merci au président de la République qui, grâce à sa politique de développement, on a eu accès à l'électricité. Ça va apporter beaucoup de progrès, surtout au niveau économique. Parce que maintenant, ça va permettre à la jeunesse d'être épanouie et les femmes, pareil. Ça va apporter le développement. Le ministre Bruno Koné, parrain de cette cérémonie, est revenu sur les acquis de la région de la Bagoué en matière d'infrastructures de développement. Des réalisations qui ont changé le quotidien des populations. L'électricité, c'est quelque chose qui contribue au développement, à l'accélération de l'économie. La Bagoué aujourd'hui est au-delà de 90% de taux d'électrification. Nous assurons, le chef de l'État, nous assurons le Premier ministre Patrick Achi de notre soutien dans leur œuvre nationale de développement. La région de la Bagoué connaît un développement harmonieux ces 10 dernières années. Avec une dizaine de villages électrifiés avant 2010, la région compte 161 localités connectées au réseau électrique national aujourd'hui. Au chapitre santé, cette opération de don de sang organisée le 22 janvier dernier au Centre national de transfusion sanguine dans la commune de Trècheville. Objectif, collecter plus de 300 poches de sang pour sauver des vies. Marie Triero et Jean Djadji. La Côte d'Ivoire ne produit que 160 000 poches de sang pour une population de 25 millions d'habitants selon le CNTS. Pour pallier à ce déficit, la jeunesse Sylvie Patricia Yao initie l'opération don de sang qui a sa première étape. Cette action vise à participer au bien-être des populations et à sauver des vies. J'encourage tout un chacun à faire le don de vie parce que donner du sang, c'est donner de la vie. Et le sang est une denrée très rare. Cette mobilisation de la jeunesse, Sylvie Patricia Yao, a suscité la joie du directeur du centre qui n'a pas manqué de saluer cette initiative. Ce sont des gestes de ce genre qui peuvent nous aider à combler ce gap-là. Et c'est pour cela que je tiens sincèrement et véritablement à vous dire merci. Le don de sang se fait 4 fois dans l'année. Tous les 3 mois, vous pouvez revenir faire le don de sang. Et je compte vraiment sur vous pour qu'ensemble, dans un élan de solidarité, nous puissions lever ce défi-là, qui est l'autosuffisance en produits sanguins en Côte d'Ivoire. L'appel est donc lancé aux populations qui devront accomplir ce geste noble. Nous connaissons les difficultés qui sont celles de Monsieur le Directeur Général. Nous sommes tous les jours confrontés à des demandes d'intervention afin d'obtenir du sang pour les malades. Et il était de notre devoir de venir appuyer les donneurs de sang habituels. Nous souhaitons que tout le monde se mobilise, notamment les cadres, les élus, les leaders d'opinion qui peuvent faire venir tous les jeunes afin que cette opération-là se pérennise. Après le Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan, l'opération s'étendra aux autres centres de l'intérieur du pays. Vaccinés contre le coronavirus, nous sommes protégés contre la maladie, mais respectons aussi les gestes barrières. Hélas, le coronavirus toujours présent en Côte d'Ivoire. 73 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte à présent 80 249 cas confirmés de coronavirus, 76 959 personnes guéries, 779 décès et 2511 cas actifs.
Autre actualité nationale, une importante quantité de drogue à base de protoxyde d'azote a été saisie il y a quelques jours par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. La DPSD, faut-il le préciser, a interpellé 2 importateurs en décembre dernier dans le cadre des investigations contre les trafiquants présumés de cette nouvelle drogue. Les explications de Abou Sanogo. Des petites capsules qui contiennent du protoxyde d'azote. Un gaz incolore, à l'odeur et au goût légèrement sucré, utilisé en médecine pour ses propriétés anesthésiantes, mais détourné de son usage et inhalé pur. Dans les soirées, la consommation du protoxyde d'azote s'est répandue. Les adolescents l'utilisent parce que ça a un effet hilarant. Ça les rend gais, souriants. Mais au-delà de ça, l'aspect nocif de ce médicament, c'est que ça entraîne des pertes de connaissances, des troubles neurologiques et cardiaques. Et même, ça entraîne également l'asphyxie et mort d'homme. Donc, c'est du gaz que les adolescents pompent dans les bonbonnes et ils mettent à la bouche, ils aspirent le gaz. Les tenanciers de ces espaces vendent ces bonbonnes-là entre 70 000 et 65 000 francs. Sa consommation à long terme provoque la mort face au danger qu'il représente. La direction de la police des stupéfiants et des drogues a engagé des recherches pour démanteler les réseaux de vente de cette nouvelle drogue. Ainsi, le 28 décembre 2021, une perquisition est effectuée à Cocody-Angré. Dans un espace, résultat, 333 capsules, 152 bonbonnes de gaz, 91 ballons gonflables, saisis et 2 interpellations. Et une autre saisie, effectuée le 14 janvier 2022, et qui a permis de mettre la main sur 152 capsules, une bonbonne de gaz et 149 ballons gonflables. La directrice de la police des stupéfiants et des drogues appelle les parents à sensibiliser leurs enfants sur la dangerosité de ce gaz et met en garde ceux qui pensent pouvoir trouver en Côte d'Ivoire un nouveau marché du dit gaz. Il faut que chacun à son niveau attache la ceinture. L'éducation, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas seulement une affaire de gouvernants. Que les parents fassent des revues de chambre des adolescents, des revues de sacs d'école des adolescents. Et l'argent de poche qu'on donne aux enfants, ça ne veut pas toujours dire qu'on aime nos enfants. Donner beaucoup d'argent aux enfants, voilà comment l'argent est utilisé. Les enfants sont aujourd'hui en quête de sensations fortes. Les 2 importateurs interpellés ont été déférés devant le parquet pour répondre de leurs actes. Un exercice militaire dans le cadre du partenariat de défense entre la Côte d'Ivoire et la France. Il s'agit de l'opération Tourako qui s'est déroulée le 23 janvier dernier à Assigny, dans la région sud du pays. Des parachutistes ivoiriens et français ont participé à cet entraînement. Les détails, Jean Djadji. Il est 13h à Assigny quand des opérateurs radio de l'armée française en Côte d'Ivoire se mettent en activité. Ils enclenchent la communication avec la base aérienne d'Abidjan. Un avion de transport de type CASA CN-235 de l'armée de l'air française, en provenance de Djibouti, vient de décoller. Il doit effectuer un largage de masse d'une quarantaine de parachutistes français du 43e BIMA, avec des sauts à ouverture grande hauteur et automatique. C'est à 13h45 que la première colonne de para, à vue du ciel, effectue son atterrissage à 300 et 6000 mètres d'altitude. Après 6 rotations, s'ensuivent des heures plus tard, le saut à basse altitude des sous-officiers du 1er bataillon de commando parachutiste, 1er BCP de Côte d'Ivoire. Nous sommes à un exercice militaire conjoint des forces militaires françaises et ivoiriennes dénommé Tourako. Vol tactique, posé sommaire avec infiltration sont entre autres les objectifs de l'opération. La préparation vise à renforcer la coopération militaire entre les 2 pays. L'opération Tourako prévoit d'autres largages à Yamoussoukro, Zouenoula, Sassandra, Gagnoa et Grand Bérébi. Elle prendra fin le 26 janvier 2022. Le Code international pour la sûreté des navires expliqué dans les détails aux agents de sûreté de l'installation portuaire et aux éléments des affaires maritimes. Ce séminaire de formation se déroule dans la commune du Plateau. Les précisions de Ange Kouakou et Abou Sanogo. 20 agents du port d'Abidjan
et 5 agents de la Direction générale des affaires maritimes se forment sur le Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires. L'objectif est d'assurer le respect des normes afin de permettre aux acteurs de ce secteur de travailler dans les meilleures conditions sécuritaires. Il a été constaté au niveau des ports un déficit de ressources humaines bien formées et hautement qualifiées, maîtrisant des instruments pertinents en matière de sécurité des navires et des installations portuaires. Le code ISPS est un instrument important que doivent maîtriser tous les acteurs agissant sur la plateforme portuaire. Certes, les ports se développent, se modernisent, mais cet élan doit se faire concomitamment avec le développement également de la sûreté. L'Union européenne veut par ce projet dénommé WakeUps participer au développement économique de la Côte d'Ivoire à travers la sécurisation des biens et des personnes. L'Union européenne et la Côte d'Ivoire sont liées l'une à l'autre. Il y a une relation de dépendance mutuelle, notamment en raison des échanges économiques. Sécuriser le port d'Abidjan, sécuriser l'activité portuaire, l'activité maritime, c'est également sécuriser les échanges et les liens qui existent et qui lient l'Union européenne et la Côte d'Ivoire pour avoir une prospérité partagée. Entré en vigueur le 1er juillet 2004, le Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires se présente comme un véritable dispositif de prévention des actes illicites, notamment la piraterie, le terrorisme et les trafics illicites. En Côte d'Ivoire, plus jamais de congés anticipés réclamés par les élèves. Les collèges et lycées l'ont compris, ils multiplient les campagnes de sensibilisation. Dans la région sud du pays, par exemple, le lycée moderne d'Anyama a conscientisé ses apprenants le 21 janvier dernier lors d'une rencontre. Les détails, Didier Nguessan. Lycée moderne d'Anyama, cet établissement avec un effectif de 4700 élèves pour 60 classes pédagogiques et 114 professeurs, a connu quelques échauffourées fin novembre dernier. C'était une situation d'incompréhension entre un certain nombre d'élèves et puis nos responsables, un certain type de partenaires. Mais la situation a été rapidement jugulée parce que nous avons senti la chose venir. Et donc, dès le 1er décembre, nous avons fait appel à tous les partenaires pour que nous puissions sensibiliser davantage nos élèves. Et c'est ce qui nous a permis de faire le cours même jusqu'à la dernière date du 17 décembre. 2 mois après, de l'eau a coulé sous le pont, le lycée a retrouvé son ambiance studieuse. Élèves et enseignants sont au travail dans les salles de classe. Il y en a combien ici? 3. Le premier produit, c'est quoi? Malgré le retour au calme, la sensibilisation des élèves se poursuit, notamment en ce qui concerne les départs en congé anticipés. Le proviseur Djati Yao, accompagné par le mouvement ivoirien pour le patriotisme, passe de classe en classe pour échanger avec les élèves. Si vous manquez des semaines ou des mois dans le programme, mais c'est clair que vous n'allez pas pouvoir achever votre programme. À la fin, qui paie? Face au congé anticipé qui prévaut actuellement dans nos lycées et collèges du pays, nous avons décidé comme ça d'emboîter le pas à Madame la ministre de l'Éducation nationale afin de buter hors ce fléau. Nous demandons aux parents, en plus d'être des géniteurs, nous demandons à ce qu'ils soient aussi des parents parce que les responsabilités comptent. Les élèves sont réceptifs au message de discipline. Qu'on soit totalement carpé à nos études, qu'on se concentre entièrement et le congé anticipé ne joue pas en notre faveur. Ce n'est pas une bonne chose d'anticiper le congé. Nous devons rester, nous sommes en classe d'examen, nous devons préparer notre examen. Le respect du calendrier scolaire garantit le quorum horaire des cours et permet ainsi d'aller au terme du programme scolaire. Direction la région du Gor, dans le centre-ouest du pays. Plusieurs infrastructures livrées et inaugurées récemment par le conseil régional. Il s'agit notamment du marché de Gobia-Kwameflar et de plusieurs tables-bancs remis aux établissements secondaires de la ville de Gagnoa. Le point, Sidonie Davila. Situation difficile et angoissante des populations de Gobia-Kwameflar avec ce marché de fortune placé le long de la voie. On n'a pas marché, c'est sur la route on fait. Si voiture vient, on décale pipi et puis on place. Si moto vient, on enlève et puis on place. Mais aujourd'hui, j'ai appris qu'ils vont venir donner notre clé de nouvel marché là. Je suis très contente.
Je me suis réveillée à 5 ans aujourd'hui pour aller balayer là-bas. Un cauchemar qui prend fin avec la livraison d'un nouveau marché pour les commerçants de Gobia, Kwame Fla, deux grosses localités jumelées de plus de 14 000 âmes à une trentaine de kilomètres de Gagnoa. Couvert d'environ 150 mètres carrés, ce marché est aussi composé de 2 blocs de 5 magasins chacun, le tout pour un coût global d'environ 40 millions de francs CFA. Le président du conseil régional, Didier Bagnon, a procédé à la remise officielle des clés au sous-préfet Doumé, représenté pour l'occasion par Laurence Akapo. Dans le cadre du développement de la région, Didier Bagnon a aussi donné le premier coup de pioche qui démarre les travaux de reprofilage lourd de l'axe routier Gobia-Kwame-Fla-Fetekro, d'une longueur totale de 24 km sur 7 mètres de largeur et un coût global de 100 595 000 CFA. Les travaux sont prévus pour une durée de 4 mois. Cela permettra à tous ceux qui produisent, qui font la production, de sortir ces produits-là et évidemment de venir les vendre ici. Donc moi, en tant que cadre Doumé, je suis un individu heureux. Et ça prouve encore une fois que le conseil régional est dans sa mission. Le conseil régional est en train de mener le développement comme l'a souhaité le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mais mieux, nous sommes arrivés ici aujourd'hui, nous avons vu le gros village, ce gros village électrifié. C'est d'abord la satisfaction totale. Quand on fait les routes, c'est pour que les femmes, les commerçantes et les commerçants eux-mêmes viennent sur ces marchés pour vendre. Donc il faut faire les routes. Nous sommes prêts à faire des routes. Et encore davantage, c'est la mission que le président de la République nous a confiée. Parmi les actions du conseil régional du GO, on note la réhabilitation d'un bâtiment de 3 classes pour un montant de 17 millions de francs CFA, ainsi que la remise de tables-bancs aux établissements secondaires de Gagnoa. L'actualité hors de chez nous, le coup de force au Burkina Faso, fermement condamné par la communauté internationale. L'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les Nations unies et l'Union européenne, toutes réclament un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Alexis Ouedraogo. Après le coup d'État militaire acté au Burkina Faso, les vagues de condamnation fusent. Lundi, le secrétaire général de l'ONU, dénonçant l'épidémie des coups d'État qui touchent le monde, a dans un communiqué dit suivre les développements au Burkina Faso avec une profonde inquiétude. Le secrétaire général suit avec une profonde inquiétude l'évolution de la situation au Burkina Faso. Il s'inquiète notamment du sort et de la sécurité du président Roch Marc Christian Kaboré, ainsi que de la détérioration de la situation sécuritaire suite au coup d'État perpétré par des sections des forces armées. Plus tôt dimanche, la CEDEAO invitait les militaires burkinabés à une posture républicaine et à privilégier le dialogue, un appel appuyé par l'Union africaine. La France, de son côté, lundi a indiqué être aussi aux côtés de l'institution pour condamner ce coup d'État militaire, dénoncé aussi par les États-Unis et l'Union européenne qui demandent la libération du président Kaboré. Pendant la journée d'aujourd'hui, les nouvelles ont été bien pires, mauvaises, et nous savons maintenant que le président Kaboré est sous le contrôle de l'armée. Nous appelons au respect à l'ordre constitutionnel et la libération du président Kaboré. Ce putsch survient à l'heure où le Sahel est de plus en plus déstabilisé par les djihadistes qui frappent aussi le Niger et le Mali voisin. Au pouvoir depuis 2015, Marc Christian Kaboré, réélu en 2020 sur la promesse de faire de la lutte anti-djihadiste sa priorité, était de plus en plus contesté par une population excédée par les violences qui ont fait, 7 ans plus tard, 2000 morts et 1,5 million d'exilés. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h sur toute l'étendue du territoire. Le mouvement, lui, s'est engagé lundi à proposer dans les délais raisonnables un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel. Cameroun 2021, on en parle maintenant.
Le Cameroun, pays organisateur de la CAN 2021, est en quart de finale. Les Lions indomptables ont vaincu hier les Comores par 2-1. Arsène Kwasi du service sport. Très peu de personnes auraient parié sur cette équipe des Comores, mais à l'arrivée, elle est bien là, en huitième de finale. Les Comoriens, face au Cameroun, quoique décimés par 12 cas de Covid, affichent d'entrer leurs intentions avec la frappe de Benjaloud Youssouf, mais André Onana est attentif. Les Lions indomptables profitent de l'infériorité numérique des Comoriens pour ouvrir le score grâce à Kaltoko et Kambi. 1-0 à la pause. En seconde période, les quintuples champions d'Afrique repartent sur les mêmes fondamentaux et sont récompensés avec le second but signé Vincent Aboubakar. C'est son 6e but dans la compétition. Mais sans être souverain dans le jeu, les Comoriens poussent dans leurs ressources pour réduire la marque en toute fin de rencontre grâce à Youssouf Nchangama. 2-1, score final. Le Cameroun décroche son ticket pour les quarts de finale qu'il disputera le 29 janvier face aux Scorpions de la Gambie. Cameroun-Comores, 8e de finale, malheureusement entachée de violence. Une bousculade avant le coup d'envoi de cette rencontre au stade Olymbe de Yaoundé a fait 8 morts et 50 blessés. Les 8e de finale de la CAN 2021 au Cameroun se poursuivent. 2 rencontres aujourd'hui, Sénégal-Cap-Vert à 16h GMT et Maroc-Malawi dans la soirée à 19h TU. Des matchs diffusés évidemment sur RTI 1. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.